Tunisie, première victoire. Les manifestants qui exigent toujours le départ du Premier ministre Mohamed Ghanouchi, à la centrale syndicale UGTT lui a apporté son soutien. Nelson Mandela, toujours hospitalisé, l'ancien président sud-africain de 92 ans a passé sa deuxième nuit dans un hôpital de Johannesburg. Le vieil homme est très malade, mais ses jours ne sont pas en danger selon des proches. Il pourrait même sortir de l'hôpital dès aujourd'hui. Médicalement, il n'y a aucune raison de paniquer, dit-on sur place. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. Arrestation de près d'une vingtaine de membres des Frères musulmans en Égypte. Le camp anti-Moubarak appelle à une nouvelle manifestation à l'issue de la grande prière. Ce rassemblement de vendredi pourrait être plus important encore que celui du 25 janvier. L'épreuve de force se poursuit entre le régime et les opposants. Les téléphones portables ont beaucoup de mal à fonctionner. Internet est coupé au Caire et dans le reste du pays. Merci Perrine Mouter d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes journaliste du site Internet. Alors on sait qu'en Tunisie, Internet a joué un rôle très important et c'est la même chose en Égypte et là, visiblement, le réseau est coupé. Oui, Internet est tellement important qu'il ne fonctionne plus. Alors les sites Facebook et Twitter ont été coupés, ça on l'avait déjà vu, ça avait été le cas effectivement en Tunisie, mais là il se passe apparemment quelque chose d'une toute autre ampleur en Égypte puisque c'est tout le réseau Internet qui a été coupé. Alors on va voir un premier graphique qui est très parlant. Au milieu de la nuit, vers minuit 30 heure locale, tout d'un coup le réseau tombe, il n'y a quasiment plus de trafic. Selon Renesis, qui est une autorité de surveillance d'Internet, c'est une première dans l'histoire d'Internet. Tous les commerces, les banques, les écoles, les cafés Internet, les ambassades qui dépendent des 4 plus gros fournisseurs d'Internet égyptiens ne fonctionnent plus. Le site du gouvernement égyptien est lui aussi hors d'accès. Et puis la plupart des comptes Twitter que nous suivions depuis plusieurs jours pour savoir ce qui se passe en Égypte, ces comptes ne sont plus alimentés depuis à peu près une dizaine d'heures, un peu plus d'une dizaine d'heures. Et pour l'instant, en tout cas, c'est pas une coupure à 100%. Non, c'est ce qu'il faut préciser, c'est pas une coupure totale. Un autre site de surveillance des réseaux indique que 88% du réseau ne fonctionne plus. Donc il y a encore un tout petit peu de trafic et c'est le fournisseur d'internet qui s'appelle Nour qui continue ce matin à fonctionner. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, mais il faut préciser que la bourse égyptienne, les principales banques et les compagnies pétrolières dépendraient de ce fournisseur d'accès. On voit donc encore quelques messages circuler sur Twitter et d'ailleurs les gens qui arrivent à poster des messages donnent des conseils aux autres internautes pour contourner la censure. Ils leur donnent par exemple des adresses situées à l'extérieur d'Égypte pour arriver à se connecter au réseau. Il faut rappeler que les Égyptiens sont des gros consommateurs d'internet. Il y a énormément de blogueurs en Égypte. Ils ont l'habitude donc de contourner la censure. Ils s'interrogent aussi sur Twitter. Ce sont des jeunes qui jeunes effectivement, donc ils sont habitués à ce mode de communication. Les quelques rares internautes qui arrivent à communiquer sur Internet s'interrogent bien évidemment sur l'origine de cette coupure. Vu l'ampleur, on peut effectivement penser que ce sont les autorités égyptiennes qui ont ordonné donc ce blocage d'Internet. Et puis côté téléphone, vous le disiez, quelques portables arrivent à fonctionner, notamment ceux qui ont des puces étrangères, mais l'essentiel du réseau téléphonique est lui aussi coupé. Merci beaucoup Perrine Mouterde pour toutes ces précisions. De son côté, le président américain Barack Obama ne lâche pas son allié dans la région. Il appelle le gouvernement et les manifestants à faire preuve de retenue. La violence n'est pas une solution au problème, a-t-il affirmé. On retrouve Gallagher Fenwick, notre envoyé spécial au Caire. Quel est le climat actuellement? Quelle est la situation? Écoutez, c'est assez tendu, hein. On a le sentiment d'être à l'intérieur d'une forteresse qui est en train de se refermer sur elle-même, de lever les ponts-levis. Les contacts avec le monde extérieur sont quasiment coupés, ou tout du moins très compliqués. Vous l'avez dit, la téléphonie ne fonctionne plus de téléphone portable, hein. Il n'y a plus de texto, mais il n'y a plus la possibilité de s'appeler non plus sur les téléphones portables, plus d'internet, les lignes fixes continuent de fonctionner et cela forcément fait partie des mesures préventives mises en place par le gouvernement égyptien afin d'éviter une répétition du scénario tunisien, à savoir la révolution Facebook. Mais je parlais tout à l'heure avec un jeune égyptien, Ahmed, d'une vingtaine d'années, qui m'expliquait que les rendez-vous ont été pris avec ses amis hier. Rendez-vous pour venir manifester après les prières du vendredi. Quant à savoir si cette mobilisation va effectivement avoir lieu, va se faire, c'est difficile à prévoir. Toujours est-il que les mesures ici sont prises. Elles sont d'abord de couper l'internet, la téléphonie, mais
également, on a vu un déploiement de policiers assez important, des policiers en uniforme, mais également cette police très redoutée, celle qui s'appelle les Baltagia, me dit-on, des policiers qui ne sont pas en uniforme, mais qui font régner l'ordre quand il y en a besoin. Oui, Gallagher, les autorités se préparent, vous venez de le dire. Vous pouvez nous préciser qui sont ces forces de répression, la police, ou y a-t-il également des polices parallèles, ce que vous évoquiez il y a un instant? Voilà, alors il y a la police régulière qui est en uniforme, qui est déployée partout. On a vu des camionnettes, des dizaines de camionnettes ici dans le centre-ville du Caire, arriver assez tard d'ailleurs, ce qui veut dire que peut-être ces policiers ont-ils eu la possibilité de se reposer, de se préparer pour une journée difficile, une journée de confrontation. Et puis quelques instants plus tard, on a vu défiler des camionnettes fonçant à toute allure à travers les rues avec à bord des hommes avec des bouts de bois, ce qu'il faut bien appeler des bouts de bois, qui eux ne sont pas en uniforme. Et on me dit ici que cette police parallèle, comme vous l'appelez bien, s'appelle les Baltagia. Ce sont des gens qui sont payés à la journée par le gouvernement, par les autorités, afin de faire régner l'ordre quand les manifestations dégénèrent, ou alors afin de provoquer des violences qui peut-être donneront une mauvaise image de ces manifestations dénoncées par le gouvernement, par les soutiens du gouvernement, comme étant la mauvaise façon d'apporter du changement en Égypte. Merci beaucoup Gallagher Fenwick du Caire. Et puis cette dernière information, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, demande aux dirigeants égyptiens de s'abstenir de toute violence, de garantir les libertés et d'être à l'écoute de leur peuple. Déclaration donc de Ban Ki-moon. Les Égyptiens s'inspirent de la révolution du jasmin. En Tunisie, la rue a finalement obtenu le départ des ministres du parti déchu. 4 ministres contestés s'en vont après ce remaniement gouvernemental. Mais le Premier ministre Mohamed Ghanouchi, dernier cacique du régime de Ben Ali, reste lui en place au pouvoir. Nelson Mandela aurait été hospitalisé en raison de problèmes respiratoires, mais pour un de ses proches, l'ancien président sud-africain serait très malade, même si ses jours ne sont pas en danger. L'ancien héros de la lutte contre l'apartheid a 92 ans. Les précisions de Caroline Dumais, notre correspondante à Johannesburg. Là, au moment où je vous parle, je suis au cœur de l'hôpital de Milpark où Nelson Mandela a été hospitalisé et on attend l'arrivée du vice-président Halema Motlanthe qui devrait venir faire une déclaration. La police, l'armée vient juste de passer avec les chiens, vient de finir les patrouilles en fait pour assurer la sécurité. Et donc on attend l'arrivée non seulement d'ailleurs de Halema Motlanthe, mais aussi du chef de service de santé des armées qui devrait nous briefer. Alors vous savez ici la tension a beaucoup baissé depuis la déclaration cette nuit de la présidence. C'est vrai qu'on nous a rassurés en disant qu'il n'y avait pas de raison de paniquer, que c'était effectivement des problèmes pulmonaires, mais que c'était assez récurrent chez Nelson Mandela. C'était pas la première fois et qu'il fallait surtout lui laisser le temps de faire des examens spécialisés. Alors qu'est-ce qu'on va nous apprendre? Est-ce qu'on va nous donner plus de détails? Est-ce qu'on va nous dire qu'il va rester? Est-ce qu'on va nous dire qu'il va partir? Est-ce qu'on va nous dire qu'il est déjà parti? Pourquoi pas, tout est possible. En tout cas, on est ici à l'hôpital à attendre. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que l'affaire est quand même prise en main ici par l'armée. Et selon des sources proches de la fondation que je rencontrais ce matin, si la fondation Nelson Mandela est silencieuse, c'est que la ministre de la Défense, Lindiwe Sisulu, a décidé de prendre les choses en main. Alors, la santé d'un ancien chef d'État, c'est normal que ça soit pris en charge par l'armée en Afrique du Sud, mais c'est toujours intéressant à noter. Alors rapidement, Caroline, s'il rentre chez lui ou s'il est rentré déjà chez lui, en tout cas, c'est plutôt bon signe. Et absolument. Et je crois que l'Afrique du Sud retient son souffle. Vous savez, partout où vous passez aujourd'hui, dans les cafés, dans les transports, tout le monde se demande ce qui se passe. Et il y a beaucoup de curieux ici autour de l'hôpital qui attendent effectivement de savoir où